Hello les Stress Fighters, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Armella. Armella est une auteure de BD et illustratrice. Alors, j'ai fait un gros éventail et du coup c'est lourd avec tous les livres que tu as fait. Normalement je les ai tous, je pense que je les ai tous, qui permettent d'explorer, en fait de remettre du jeu, de se reconnecter à soi. Donc on explore les émotions, on explore tout ce qui est communication non verbale, il y a des friandises philosophiques qui sont un petit peu plus larges, il y a de l'énergétique avec le lumineuse dans Allô moi-même, c'est super vaste, c'est très fouillé, c'est très poétique, je suis complètement fan, donc je suis vraiment contente de pouvoir t'interviewer, merci beaucoup. Et il y a une actualité aussi, c'est que Émotion, Enquête et Mode d'Emploi, il y a le 33 qui vient de sortir et on va en parler beaucoup aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors déjà, à toi de jouer, mission présentation, qui es-tu et quelle est ta mission ? Ah, mission présentation. Bon, alors, je m'appelle Armella et je fais des bandes dessinées pour aider les petits et les grands à mieux se comprendre pour se créer une vie qui leur plaît vraiment. Et si j'avais une mission secrète sur Terre, je pense que ça serait de découvrir le mode d'emploi de l'humain et de le partager au plus grand nombre. Oh, ça va parler au profil atypique. Alors, ce que j'adore, c'est que ta présentation, même dans les BD, à chaque fois, tu as une petite BD qui explique qui tu es et le pourquoi de la BD. Donc, tu vas vraiment au bout de la mise en image et je trouve ça super impressionnant. La quête dont tu es l'héroïne. Qu'est-ce qui t'a conduit à proposer ces formats de BD et comment t'es arrivé à ce type de format qui est vraiment très peu vu dans le développement personnel, en fait? Pour l'instant, oui, et je vois que ça commence à se développer. Mais en fait, moi, ça vient simplement du fait que de mon propre cheminement, de mes propres difficultés surtout. Alors, si j'en viens au tout début, alors t'imagines, je te fais le tableau dans une salle sombre avec plein d'ordi autour de moi, des gens qui travaillent 8 heures par jour sur l'ordinateur. Et j'ai fait 5 ans d'études pour en arriver là. Et en fait, au bout de 2 mois de travail, je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas la vie que je veux. Et je veux pas aussi me considérer comme un virus pour la Terre qui fait que consommer et faire et produire des choses qui n'ont pas de sens pour moi, en fait. Pour moi, c'était impossible de continuer à vivre comme ça, sans sens dans ma vie. En 2 mois, c'est impressionnant. Il y en a qui collectionnent des burn-out avant d'en arriver à cette conclusion. J'ai une grande chance, c'est que je suis hypersensible. Donc, du coup, en fait, je supporte pas de souffrir longtemps. Donc, j'ai une capacité d'adaptation qui est peut-être moindre des fois, mais le côté positif de ça, c'est que du coup, je reste pas trop longtemps là où ça me fait souffrir normalement. Ouais. C'est vrai que tes livres, ils sont super précieux pour ça, c'est apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et on est beaucoup à sentir qu'il y a un truc qui va pas, mais pas savoir quoi faire du message, en fait. Mais en fait, ça m'a pas pris juste 2 mois pour faire le shift comme ça. Disons que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, mais je peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, forcément, il faut qu'il y ait autre chose, sinon je me flingue direct, en fait. Donc, j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur la permaculture au tout début, qui m'a vraiment reconnectée à, OK, on n'est pas des virus pour la Terre. Normalement, l'être humain a une place, un rôle à jouer dans l'écosystème. Donc, il y a, voilà, avec aussi une partie permaculture humaine qui m'a beaucoup parlé. Et puis, je me suis intéressée aussi à la méditation, au tai chi, au yoga. Je m'intéressais à plein de choses, en fait. J'avais pas le temps du tout pendant mes études parce que j'étais vraiment en mode je veux réussir mes études. T'as fait quoi comme études ? Des études de graphisme. D'accord. J'avais fait un BTS de graphisme, communication visuelle. Et puis après, je voulais un truc un petit peu plus libre. Donc, du coup, j'ai fait des études d'animation. Mais c'était plus large que ça. Il y avait aussi de la programmation. On faisait des choses interactives avec des capteurs. Enfin, voilà. Le côté touche à tout, ça me plaisait bien. Donc, je me suis bien amusée quand même pendant mes années d'études. C'était au sortir devant la vie professionnelle, la vie active, que voilà, je me suis un peu claqué les dents à me dire oui, mais non.
je trouve pas ma place. Donc en fait, ça c'est le contexte. J'avais fait toutes ces choses-là et en même temps, j'arrivais toujours pas à trouver ma place. Il y avait vraiment un truc sur je trouve pas ma place dans le monde. Et ce qui m'a aidé à me débloquer un jour, mais c'est des années après, tu vois, c'est de me dire, c'est de me poser la question que j'avais trouvée dans un petit bouquin. Si tu devais mourir dans 2 mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde? Et là, je me vois très bien encore. Je faisais ma lessive, j'avais les trucs sous les bras et tout. Et paf, j'ai la réponse qui vient. Je me suis dit, ah, mais je vais faire des bandes dessinées. Mais oui, parce que voilà, les 3 ans qui viennent de passer, certes, en fait, j'ai découvert plein de choses hyper intéressantes en méditation, en permaculture, que j'aurais vraiment aimé avoir petite, en fait. Vraiment, ça m'aurait changé ma vie, d'avoir un peu plus de clés sur comment je fonctionne. Comme si, ben oui, il y a un mode d'emploi, mais pourquoi on me le donne pas à la naissance? Et du coup, je me suis dit, voilà, si je devais mourir dans 2 mois, vraiment, je voudrais faire des bandes dessinées pour passer l'information. C'est vraiment comme un neurone. Genre, j'ai l'information. C'est quoi mon rôle? C'est de passer l'information, quoi, avant de mourir. Ah, j'adore. C'est la signature d'effervescence, c'est infuser et diffuser. C'est prendre les infos et les transmettre. On est vraiment sur la même dynamique, en fait, dans les démarches. J'aime beaucoup. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, j'ai fait un blog parce que c'était plus simple pour moi, pour pouvoir partager direct, sans contrainte. Et puis après, je peux te parler de comment ça s'est déroulé après. Mais si tu veux vraiment le démarrage, voilà, c'est ça. Ah, super. C'est super inspirant parce que oui, tu as le déclic. Après, c'est qu'il y a un chemin qui se fait avant de se décider à bouger. Mais quand on sent qu'on n'est pas à sa place, si on persiste, ça ne peut pas marcher. Dans une approche permaculture, ça revient au même. Et c'est aussi des tels types de graines, tu ne vas pas pousser autrement. Et il y a beaucoup de suradaptation qui coûtent énormément. Qui coûtent énormément d'énergie. Comment tu choisis tes sujets, ce que tu vas mettre dans tes BD, mais ce que tu as fait aussi au fil de tes formations? Est-ce que tu vas juste dans les formations? Est-ce que tu vas au-delà? Tu contactes les formateurs? Tu contactes des auteurs? Comment ça se passe, la partie biblio? En fait, ça dépend des moments, parce que là, ça fait genre 5 ans en fait que je fais ça. Mais au tout début, c'est vraiment, et maintenant encore, je pense, c'est vraiment au fur et à mesure de ce que je vis et de ce dont j'ai besoin. Du coup, je me rends compte de mes limites et je vais chercher l'information dont j'ai besoin. L'information, l'aide, voilà. Alors, par exemple, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, j'ai vu que j'avais besoin que j'avais des gros problèmes avec mes émotions, genre vraiment très très bloquantes. Et je voulais pas en rester là. Donc, j'ai fait des formations sur la libération émotionnelle, par exemple. Donc ça se retrouve dans le tome 1 sur les émotions. Je vais faire le défilé parce que je les ai tous, alors je les recommande à tous mes clients. Et il y a aussi une partie liée au hasard des rencontres. En fait, dans cette période-là de ma vie où je me suis complètement remise en question, il y avait plein de choses qui avaient giclé dans ma vie. J'avais fait appel aussi à la loi de l'attraction avec des visualisations de ce que je voudrais vivre et tout ça. Et ça commençait à marcher. Du coup, je commençais à rencontrer des personnes hyper intéressantes. Donc, je faisais des dessins pendant les conférences, par exemple. Du coup, ça m'a hyper intéressée parce que j'apprenais beaucoup pendant ces conférences-là. Tu dessines pendant la conférence ou tu dessines après? Alors ça, c'est la sketchnoteuse qui pose la question. À cette époque-là, c'était dessin direct. Genre, il y avait un vidéoprojecteur, je branchais ma tablette et je dessinais en direct pendant les heures ou les jours que durait la formation. Donc, c'était hyper intense. Ouais. Et en même temps, ça m'a vraiment appris à pouvoir mettre dans la matière ce que je voyais. Parce que sinon, je pouvais perdre beaucoup de temps à me dire « Ouais, non, mais j'y arrive pas trop. » Et là, en fait, il n'y a pas le temps. Je vois un truc, je le dessine, c'est totalement imparfait, mais voilà. Donc, c'était aussi une super école pour ça. Et après, en fait, pour l'écriture de friandises philosophiques 1,
Alors, j'étais hyper chanceuse parce qu'en fait, voilà, j'ai créé mon blog. J'ai fait du travail sur moi pour oser me montrer aussi parce que ça, c'était pas évident. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mon éditeur, c'est mon éditeur qui m'a contacté, donc c'est Pour Penser. Ah, c'est génial ça. C'est même une éditrice, c'est Aline de chez Pour Penser qui m'a contacté pour me proposer d'éditer mes BD si c'était possible. Enfin, si j'étais intéressée, si elles n'étaient pas éditées ailleurs et tout ça. Donc, j'étais, oh, ouais, et en même temps, du coup, ça m'a mis vachement la pression. Et je voyais que dans le mécanisme, dans l'écriture, en fait, je voyais des mécanismes d'auto-sabotage qui se mettaient en place. Non, mais c'est pas possible. c'est ma chance. Je vais y arriver à faire ces trucs-là. Du coup, voilà, c'était l'occasion de me former notamment à l'hypnose, à l'auto-hypnose, à l'hypnose humaniste, l'hypnose énergétique, d'autres approches pour me débloquer, m'alléger un peu de vieux schémas. J'ai aussi fait une formation par rapport à la liberté financière, l'abondance. Oui. J'avais un gros problème avec l'argent. Je vois que c'était très, très bloquant. Je me mettais beaucoup de limites aussi par rapport à ça. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça, je l'ai pas partagé, tiens, encore d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je ferai un truc sur l'argent et l'abondance parce qu'on commence à me demander, tiens. C'est un vrai sujet quand on devient indépendant. C'est un truc que j'ai dû bosser aussi avec une coach parce qu'on se met des bâtons dans les roues à un point. Ouais. Juste impressionnant, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai fini de faire friandise philosophique, yes, j'avais réussi à le faire. En fait, tout le cheminement pour le faire, ça m'avait enrichi. Et j'avais de la matière que je voulais mettre dans un livre pour parler des émotions. Oui. Parce que voilà, tous ces trucs-là qui m'ont aidé à me débloquer, je me disais, mais si je les avais eus il y a 30 ans, ça m'aurait fait gagner 30 ans de ma vie. Donc voilà, ça me tenait hyper à cœur. Et du coup j'ai fait le tome 1. Le tome 1, il était entendu avec mon éditeur de faire 48 pages. Donc je suis arrivée à 48 pages et j'ai dit, mince, j'ai pas tout mis. Je pensais tout mettre, il n'y a pas la place. Mais du coup, c'était parfait. Du coup, j'avais prévu un tome 2. Donc, je voulais mettre tout plein de choses. Et une chance de malade, en fait, c'est que Isabelle Padovani, qui est une grande spécialiste francophone de la communication non violente, entre autres, est tombée sur un extrait de ma bande du tome 1 sur les émotions sur mon blog. Donc, elle a laissé un commentaire. Ouais, trop génial, quoi. Elle a laissé un commentaire, donc je vois le commentaire signé Isabelle Padovani. Alors, je suis là, toute folle. Ah, Isabelle Padovani, quoi? Alors, je lui réponds, je lui dis que j'adore ce qu'elle fait. Je lui dis, ah, mais tu sais quoi, le tome 2, il y aura de la communication non violente et tout et tout. Et puis, assez naturellement, en fait, elle me dit qu'elle a l'élan de contribuer au tome 2, à la relecture. Si je voulais, je fais des mais trop, bien sûr. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a fait le tome 2 ensemble. Au début, c'était une relecture. Ouais. Et puis, en fait, il y avait des flous dans ma compréhension de la communication non violente que Isabelle a bien vite recadré. Genre, ouais, il y a des axes là, c'est pas tout à fait. Et du coup, on a fait des allers-retours. Du coup, c'était vraiment plus une collaboration que de la relecture. Ah, c'est chouette. C'est vraiment ça, l'attraction. C'est des bonnes rencontres au bon moment. C'est difficile. Et pour le tome 3, c'était encore différent. Parce qu'en fait, le tome 3, il vient du fait que j'ai rencontré dans un atelier de communication non violente, justement. C'était l'assistante. C'était une formation, les modules de base, ils durent 2 jours. Ouais. Alors, premier jour, j'étais bien, j'étais tranquille et tout. Deuxième jour, en fait, il s'est passé un truc entre les 2 jours qui faisait que le lendemain, j'étais arrivée patraque, en larmes, machin. Et j'étais allée la voir pour voir si elle avait un conseil à me donner et tout. Et en fait, en quelques minutes, elle me recentre.
On me dit, ah oui, d'accord, alors si je comprends bien, il y a une part de toi qui, il y a une part de toi qui, est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oh oui, alors ça a l'air vraiment très important pour cette part-là, de nanana, nanana. Ah oui, c'est ça, c'est très important. Ok, je comprends. Alors, est-ce que tu peux dire à cette part-là que tu la vois, que tu comprends, et qu'en même temps, est-ce qu'elle serait d'accord pour ta 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 en attendant que machin? Ouais, et paf quoi. Genre en quelques minutes, j'étais posée alors que juste avant, j'étais inconsolable et je voyais pas du tout le monde s'effondrer autour de moi. Et donc j'ai laissé passer la pause parce que j'étais vraiment sur le cul. Et puis ça me faisait du bien, donc j'ai apprécié aussi. Et puis je suis retournée la voir après pour lui demander ce que tu m'avais fait là dans le couloir, c'était quoi en fait? Qui me dit ah je sais pas, c'était peut-être de l'IFS, l'approche IFS pour donc du coup Internal Family System, le système de famille intérieure. Parce que voilà, je suis formée à ça et c'est très compatible avec la communication non violente. Du coup, je mélange les deux sans même m'en apercevoir. Voilà. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est puissant ce truc, un jour, je me formerai. Donc, du coup, pour le tome 3, j'avais prévu de me former à l'IFS, donc à faire une formation de thérapeute IFS. Ah, bien. C'est pour ça que je t'ai contacté pour l'interview, parce que je te dis depuis des années, enfin surtout depuis que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais fait des burn-out. Et j'ai halluciné en voyant les sujets du tome 3 et de l'autre à venir, parce qu'on en a parlé. L'IFS, Internal Family System, et l'intelligence relationnelle, c'est le docteur Ledos, ceux qui ont suivi le dernier congrès de Douarn, vous le connaissez. On a parlé des différents états à l'intérieur et des parts qui communiquent. Et le prochain tome sera sur la théorie polyvagale que les gens mangent et remangent sur mon blog en ce moment parce que je bosse dessus depuis 2 ans et j'adore. Et en fait, vous êtes plusieurs à l'intérieur de vous. Et autant la communication non violente, c'est bien pour communiquer avec les autres, mais il se passe aussi des discours à l'intérieur et c'est super bien illustré dans ce tome-là. C'est vraiment... Enfin, quand tu parlais de mode d'emploi, c'est pareil. Enfin, j'aurais eu ça il y a des années. J'aurais peut-être pas fait les burn-out en fait. C'est aussi simple que ça parce qu'on se lance dans des conventions de communication qui sont pas les mêmes, enfin qui sont les mêmes pour tout le monde, mais que tout le monde n'a pas toujours les capacités de comprendre. Donc si j'ai une part autistique qui fait que c'était très abstrait en fait ces histoires-là. Et en parlant avec les parts à l'intérieur, ça change tout. C'est vraiment magique. Comment tu es arrivé à la formation? Comment tu es allé avec le docteur Ledos? Comment ça s'est passé cette rencontre-là? Et comment ça aboutit au tome 3 en fait? C'était de fil en aiguille en fait, vraiment. Alors, ma formation d'IFS, je l'ai fait avec le docteur Ledos, parce qu'à l'époque, en fait, c'était le formateur IFS officiel en France. Et je faisais une thérapie en même temps. Donc, du coup, c'était indispensable en fait. Au début, je m'étais dit ouais, j'y arriverai toute seule, peut-être. Enfin voilà, j'aurai les ressources. Et en fait, non, c'est tellement remuant que après le premier module, j'ai vraiment contacté quelqu'un pour me faire suivre. Donc c'est une formation qui dure 9 mois en fait, en 3 fois, et ça dure 9 mois en tout. Et à la dernière session, je commençais à sentir un petit peu les limites de ma thérapie. Il y avait des trucs, j'arrivais pas à mettre les mots, mais il y avait des trucs, c'était moins fluide qu'au début, et voilà, on n'avançait plus tellement. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que dans le dernier module de formation, François a commencé à sentir aussi les limites de l'approche IFS et à intégrer, parce qu'il avait fait des rencontres, la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement avec des Américaines qu'il a rencontrées dans ses voyages. Et du coup, il a commencé à faire plus que de l'IFS dans la session. Donc, à traiter les états et tout ça. Et donc, il nous expliquait. Et donc, ça m'a vraiment fait tilt, ça m'a vraiment accroché parce que je voyais pourquoi aussi dans les séances, ça commençait à patiner. Parce qu'on commençait à tomber plus sur des états que sur des expériences de partie où on peut aller discuter avec la part de soi qui juge, qui machin, on peut aller prendre soin. Et là, non, on allait les creuser tellement profond que à un moment, on tombait sur des états qui étaient des états de survie, qui étaient dérégulés. Et du coup, j'ai eu envie de suivre François dans son invention de l'IR, en fait, de l'intelligence polyvagale, de son approche. Et en même temps, ce qui était génial, c'est que François
a fait venir ses inspiratrices en France. Donc, il a fait venir Déborah Dana. Ouais. Donc, j'ai fait les 3 modules. J'ai fait le niveau 1, 2, 3 avec elle. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. J'adore cette nana-là. Elle a un ventral, une énergie de sécurité océanique. Pour moi, c'est vraiment... Si j'ai vraiment accroché avec la théorie polyvagale, c'est vraiment grâce à cette rencontre. Puis elle a plein de... elle est hyper pédagogue. Elle a plein de jeux qui mettent en jeu le corps, le système nerveux et tout ça. Et du coup, ces formations sont hyper vivantes. Ah, c'est top. J'ai son bouquin Noyé trop loin pour que je vous le montre. Je mettrai un aperçu. D'accord. Il a fait venir aussi Deirdre Fay, qui est son inspiratrice pour la théorie de l'attachement. Et du coup, moi, j'étais en cours d'écriture et j'ai refait un niveau 1 avec François pour vraiment pour confirmer que j'avais bien compris. Parce que c'est comme par rapport aux 2 premiers volumes, tome 1 et tome 2 sur les émotions. Le tome 3, il était quand même beaucoup plus mastoc. Il y avait vraiment de la matière. Ça se voit. Et si je vous le fais en comme ça, tome 3. Quasiment 2 fois plus gros. Et je voulais pas dire n'importe quoi, donc j'ai refait un niveau 1. Et ce qui est étonnant aussi avec François, c'est c'est que son modèle évolue au fur et à mesure. Donc j'ai refait un niveau 1, mais il m'a appris plein de choses que j'avais pas bien capté au premier niveau ou qu'il n'avait pas encore mis en place au premier niveau et que j'ai vraiment pu mettre en place moi avec les personnes que j'accompagnais tout de suite. Donc ça, c'était super chouette aussi parce que du coup, je pouvais l'appliquer en direct et puis voir que effectivement, ça marchait mieux, ça décoinçait des choses. Donc voilà, ça s'est fait vraiment naturellement de fil en aiguille. Il a relu le livre, vous l'avez fait ensemble? Comment ça s'est passé? Un peu comme avec Isabelle? Non, je me demandais si ça allait se passer comme avec Isabelle, mais il a plus relu le livre. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de collaboration comme avec Isabelle, où il y a eu des plages de réécriture. Vraiment, Isabelle a réécrit certains passages, j'ai réécrit derrière. Voilà. Là, il m'a beaucoup aidé sur une partie scientifique qui dure quelques pages, où on explique le trauma. La dissociation, comment se créent justement ces parts de nous qui ont des comportements inadaptés, mais il y a toute une histoire à ça en fait. Tu as fait une métaphore pour expliquer ce qu'est un système avec le... Alors je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé ça super bien expliqué, super bien amené. Parce que c'est des choses qui sont très 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 complexes à expliquer. Et alors la partie explication, c'est magique. C'est vraiment la façon dont tu amènes les trucs. C'est clair, c'est poétique et c'est entendable par tout le monde. C'est moi, mes formations, il faut un cerveau comme ça qui part un peu dans tous les sens, tellement je vais loin dans les détails, les liens, etc. Tu ne mettrais pas un enfant devant, quoi. Et toi, c'est vraiment abordable. C'est vraiment super bien fait. Enfin, ça m'impressionne à chaque fois. Enfin, vraiment, vraiment, c'est à lire. Et le côté mode d'emploi, c'est émotion, enquête et mode d'emploi, mais enfin, ton intention de trouver le mode d'emploi de l'être humain, moi je sais que j'ai compris beaucoup de choses grâce à tes livres. Beaucoup. Et du coup, voilà, François m'a vraiment aidé sur cette partie scientifique. Donc je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué les trucs, alors je prenais des notes en même temps, j'essayais. Et il a fait une relecture générale à la fin, une fois que le storyboard était posé. Je crois que en 2 fois, je crois que j'avais écrit la moitié. Je lui ai envoyé en version brouillon avec des images, enfin, c'était un peu brouillon, quoi. Et il a fait une première lecture et puis je lui ai fait relire une fois que le storyboard était posé aussi, pour voir s'il n'y avait pas des incohérences et tout. Il y avait eu des petites précisions, mais c'était vraiment sur la partie scientifique, en fait, que vraiment il y a eu un gros apport. Après, il y a eu d'apport sur oui, mais ça serait bien de préciser que ça vient de l'IFS et que ça vient de l'IR et que ça. Ok. Donc, du coup, j'ai été assez carrée sur dire d'où venaient les choses, puisque du coup, je mélange deux approches. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est beaucoup porté. Alors, on n'est pas si nombreux à jouer avec ces clés de lecture-là en ce moment et à finalement faire les liens suivants.
parce que tu regardes la théorie polyvagale, il n'y a pas grand-chose en francophone pour l'instant. L'intelligence relationnelle, c'est la création de François. En fait, tous ceux qui ont touché à ça, à l'Internal Family System ou la théorie polyvagale, ils vont faire des liens avec tout ce qu'ils ont vu avant. Ce qui fait que ça devient un micmac sans nom. Moi, ma formation, je voulais juste faire la théorie polyvagale par rapport à ma lecture du stress et du burn-out, parce que ça révolutionne la lecture du stress. Après, je fais, ouais, mais avec la communication non violente, avec l'analyse transactionnelle, et puis là, le truc de l'odose avec l'IFS et tout, ça a l'air sympa, faut que j'en parle. Et avec les émotions, ça donne une autre porte d'entrée. Et cette formation est devenue un truc. En fait, j'ai fait une série Netflix, tu vois. C'est là, on en est à 11 modules sur les 12, on est déjà plus de 24 heures des vidéos et je suis en mode, c'est quoi ce truc? Le jour où j'arriverai à faire un truc court comme toi, illustré, accessible à tous, ce sera dans un autre univers, je pense. Et justement, maintenant que tu as toutes ces clés de lecture-là, finalement, c'est quoi que tu utilises principalement? Parce que tu as les émotions qui vont traduire des besoins, tu as l'internal family system avec tes parts, tu as les états de la TPV qui arrivent un petit peu en amont. Je mettrai la frise que tu as fait en synthèse dans l'article, ou un petit peu la progression, mais du coup, tu lis avec quoi? Tu te lis avec quoi? Alors, quand j'ai appris en fait chacune de ces approches, je faisais que une de ces approches. J'ai vraiment un truc où j'oublie tout ce que je savais avant. Je fais plus que de la communication non violente. J'oublie tout ce que je savais avant. Je fais plus que de l'IFS. J'oublie tout ce que je savais avant. Je faisais plus que de l'IR. J'oublie tout. Je faisais plus que de la TPV. Et puis, enfin voilà, vraiment j'ai eu toutes les phases. Et en fait, aujourd'hui, je vois que ça se mélange, mais assez naturellement. Pour moi, il s'agit de voir de sentir déjà ce qui se passe en moi. Et puis, selon ce qui est adapté, en fait, je vais naturellement vers un outil ou un autre. Pour te donner un exemple, en fait, la communication non violente, tu disais aussi la même chose, c'est assez adapté pour les situations où il y a une action à faire dans le réel. Genre l'émotion, elle est là, ça peut être une part de toi en fait qui n'est pas d'accord, qui est dans une émotion, une frustration, tout ça. Donc ça peut être une part, d'accord. Mais en tout cas, cette émotion, elle réagit par rapport au réel. Et c'est pour te dire, ok, il y a un déséquilibre là, ma cocotte, tu ne te retrouves pas dans la situation, va falloir que tu fasses quelque chose pour rétablir la balance. Et donc là, du coup, l'approche de la communication non violente, moi, je la trouve super parce que ça me permet de retrouver le besoin et me dire, ok, bah oui, c'est un besoin qui est réel là dans la relation à l'autre. Et du coup, je vais communiquer dessus. Une fois que je suis au clair avec mon besoin, je vais pouvoir communiquer dessus et voir comment changer la réalité. Poser une action pour rétablir l'équilibre. Ensuite, ça peut être, mais ça je ne le sais pas avant, ça peut être une part de moi qui a une émotion, mais qui n'est pas adaptée au présent, à la réalité du présent. Ça va être des vieilles choses, une part petite fille qui a peur, qu'on la juge, qui se trouve nulle, une part de moi qui me juge nulle, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas adaptées au présent. Et du coup, l'approche IFS, elle est super pour aller voir ces parts-là et aller prendre soin d'elles depuis un espace où je vais avoir assez de compassion, de curiosité pour m'en occuper. Ouais. Et puis, il y a des moments où j'ai une émotion, ça me prend tout entière, je ne sais même pas que c'est une émotion. Et quand je ne sais pas plus ce que c'est, je passe par la TPV, la théorie polyvagale. Je me dis, ok, je ne sais plus où j'en suis, je suis dans quel état. Ok, comme il y en a 3, c'est facile. Donc, je vois dans quel état je suis et je sais à peu près pour quel état, de quoi j'ai besoin pour réguler. Donc, selon ce qui va être possible, je vais piocher, soit, par exemple, ça peut être un truc tout simple, je me suis préparé des ancrages pour retrouver mon état de sécurité, mon état de ventral. Ouais. Ou ça peut être, ça marche plus, donc j'ai besoin de co-régulation. Donc, je vais chercher mon gentil petit mari qui est adorable. Je vais dire, j'ai besoin de co-régulation. Il va me prendre dans les bras. Enfin, je vais faire une demande pour me remonter en énergie.
Et puis j'ai cette conscience-là un peu tout le temps que j'ai besoin de nourrir mon énergie de sécurité, de ventrale. Donc le fait de me promener, des choses comme ça va aussi me nourrir. Ouais. Et il y a des fois c'est très marrant parce que des fois c'est entre expériences de parts, donc des parts de moi avec qui je peux discuter, et théorie polyvagale. Parce qu'en fait, les parts de nous, les différentes parts de nous, là, celles qui jugent, celles qui sont blessées, tout ça, elles ont aussi un système nerveux autonome. Et c'est ça que je voulais t'amener, j'étais en train de me dire, mais est-ce que les parts, elles ont aussi leurs états? Oui. D'accord. C'est fractal, en fait. Ça ouvre des perspectives infinies, c'est un truc de fou. Ouais, ça fait partie des choses qu'explique François Ledoz. Ouais. Et du coup, une partie de moi qui ne se sent pas bien, je peux sentir avec mon système nerveux à moi ce dont elle a besoin, dans quel système nerveux, dans quel état elle est. Ok, elle est dans le sympathique, de quoi elle a besoin. Ok, je sens qu'elle aurait plus besoin d'être contenue pour calmer toute cette agitation. Donc intérieurement, je fais ça en fait. Je l'entoure de mes bras. Et voilà. Et donc du coup, ça va la réguler. Et c'est de la co-régulation, mais à l'intérieur. Donc ça peut aussi se mélanger, tu vois. Ouais, tu as vraiment une notion et CNV et TPV intérieur. Et en gros, si tes parts ne sont pas dans des états de communication, si elles sont sympathiques ou alors si elles se mettent tout en dorsale et boudent, tu es obligé de passer à la TPV parce que du coup, tu n'as plus de négociation à l'intérieur. Ouais. Je vous ferai alors, je vais sortir des illustrations de Power pour illustrer un petit peu tout ce qu'on dit là, parce que les gens qui débarquent et qui n'ont pas encore lu, ils vont dire « What ?» J'ai de quoi illustrer, je mettrai des petites vidéos. Alors, je ne sais pas si tu connais, Je suis donc tué, avec les petites babales noires que les gens se passent au fil de l'histoire. Du coup, tu vas le découvrir. J'ai The Gift aussi qui va vous parler, parce qu'il va falloir qu'on explicite un petit peu. Lisez-le. Je vous mettrai ce que j'ai fait pour illustrer les travaux de Deborah Dana aussi sur l'importance d'habiter sa maison. Donc, regardez ce qui se passe à l'intérieur et ça fait super écho avec l'IFS aussi. Et je vous mettrai des petits schémas pour vous voyez les niveaux et je mettrai la frise que tu as fait. Donc, en petite incrustation et au fil de l'article parce que les gens ils vont être en fait, c'est quoi cette nouvelle façon de lire les gens? Donc, bonne nouvelle, vous avez 3 états. Oui, on est sur nos terrains de jeu respectifs, donc ça va. En gros, vous avez 3 états à la base qui sont l'état dorsal de repli sur soi quand on se sent pas en sécurité, l'état de sympathique quand on est dans l'énergie et qu'on veut lutter ou fuir pour se défendre, et l'état de vagal ventral où on est en mode pleine confiance et tout va bien. Ça, c'est la base au niveau du système nerveux autonome. Et quand on remonte d'un cran, on a chacun nos parts qui sont nos différentes personnalités qui sont à l'intérieur de nous, qui cohabitent et qui sont pas toujours d'accord entre elles synthétiques. Donc, c'est ces niveaux-là avec lesquels on parle depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire que les gens qui nous écoutent, ils vont rien comprendre. Je pense que les gens de la formation Power, ils vont être en mode « Ouais, elle est géniale cette interview ». Les gens qui ont lu ton bouquin aussi. Donc, si vous voulez comprendre cette interview, si vous n'avez pas encore le livre, vous prenez le livre, vous le lisez, vous revenez ensuite. En fait. Parce que c'est d'autres clés de lecture, mais qui sont super précieuses déjà pour comprendre comment on fonctionne. Et je pense particulièrement aux profils neuroatypiques qui sont très dans le cerveau. J'ai pas mon cerveau avec moi. Il me dit qu'il a dû l'amener ailleurs. D'habitude, il est là. J'ai mis le cerveau. Et en fait, les gens très dans le cerveau sont souvent déconnectés de ce qui se passe en bas. Il y a la clé de lecture des émotions, mais qui est pas forcément facile à décoder, à part sur vraiment les grosses émotions primaires. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les émotions. Les états se ressentent beaucoup plus immédiatement. Et moi, je passe par les états pour décoder les émotions, en fait. Et ensuite, pour arriver aux besoins. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont au niveau, les émotions agréables sont au niveau du vagal ventral. Oui. Donc de l'état de sécurité. En dessous, il y a l'état d'insécurité où il y a du mouvement. Et les émotions, elles sont à ce niveau-là, en fait. Ouais. Et en fait, les gens qui sont déconnectés de leurs émotions, ils sont encore en dessous. Dans l'immobilité, le figement, l'anesthésie. Et donc, ça a beaucoup de sens, en fait, que quand on est dans cet état-là, on a du mal avec les émotions parce que c'est un cran au-dessus dans la survie. Ouais. Voilà. Non, c'est tout un cheminement de reconnexion à soi qui a des clés de lecture qui vont parler aux plus intellectuels, aux plus scientifiques. Ça fait quoi? Il y a plein de choses qu'on lit dans la spiritualité, mais moi j'aime bien la TPV parce que ça donne quelque chose de rationnel à ce qu'on dit en lecture plus spirituelle et énergétique. Et en fait, tout est lié.
C'est juste des façons différentes d'amener les infos. Ouais, moi aussi, c'est ça que j'aime bien. Ça donne un grand pulse. Un avec toi, il est visuel en plus, ça c'est top. Tu as parlé des parts du passé qui étaient parfois blessées et qui nous empêchaient de faire des choses qui n'étaient pas forcément des émotions adaptées. Je voudrais te ramener sur la partie dessin, parce que ce qui m'impressionne vraiment, c'est que tu t'autorises à faire ça par le dessin. Est-ce que tu aurais des conseils pour libérer l'enfant qui est étouffé en nous et qui ne s'autorise pas à dessiner? Alors là, je vous conseille vraiment le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Moi, c'est vrai, c'est le livre qui m'a fait remonter la pente quand j'avais fait un burn-out et qui m'a fait vraiment me reconnecter à moi-même, à mon artiste intérieur, à prendre plaisir à faire les choses. Elle donne plein d'exercices, mais les exercices de base, vraiment, c'est écrire 3 pages par jour où on laisse vraiment tout ce qui vient, tout ce qui vient, on le pose sur le papier, 3 pages. Donc ça permet vraiment de libérer le cerveau de toutes les choses qui moulinent et tout ça. Et l'autre truc, mais qui est vraiment très très agréable, c'est la promenade avec l'artiste intérieur, avec son enfant artiste. C'est-à-dire consacrer au moins 2 heures par semaine, tout seul, c'est un rendez-vous avec l'artiste. Oui. Donc voilà, 2 heures par semaine, on pose sur son agenda ça et on sent en fait où est-ce que notre artiste intérieur, notre enfant artiste, aimerait qu'on l'amène. Alors ça peut être aller voir un spectacle, ça peut aller au musée, mais ça peut être vraiment des choses d'enfant en fait. Genre aller jouer au bac à sable, acheter des jouets, genre ah ouais, si tu m'as acheté des jouets, ah ouais les gommettes à paillettes et tout, et puis ces livres-là, j'ai toujours rêvé d'avoir ces livres-là. Et voilà, et vraiment nourrir en fait cet enfant intérieur de joie, de pétillement, de légèreté, de tout ce qui vient en fait. Après c'est un lien en fait qui se crée du coup au fur et à mesure des semaines. Je me souviens qu'au début, je voulais emmener mon artiste intérieur à des musées, à des choses comme ça, parce que j'avais trouvé des choses intéressantes. Hein. Ouais. Mais il arrivait, j'étais fatiguée, j'avais l'impression de le traîner. Et du coup, j'ai fait des choses mais beaucoup plus légères. Et ça, c'est vrai que ça met dans une énergie. Moi, j'adore. Je me faisais la réflexion, pendant le confinement, il y avait tout un défi. On a fait 45 jours de sketchnoting, donc c'est des activités créatives. En fait, je me rends compte que mon mini-geek, alors j'ai un mini-geek qui a 2 ans et demi maintenant, m'autorise à faire des choses que jamais j'aurais fait, genre refaire de la pâte à modeler ou des gommettes. Je le fais avec lui, mais en fait, c'est super marrant, mais jamais je me serais autorisée à faire un truc, entre guillemets, inutile dans ma perception et mes conditionnements. Et je sketchnote, je fais beaucoup de pensées visuelles, mais si c'est pas utile, si c'est pas dans une dynamique de transmission, je vais pas le faire en fait. Genre c'est inutile, donc on ne peut pas. C'est ça. J'ai encore cette grosse croyance que j'ai pas encore cassée, mais du coup, je fais avec mon fils comme ça passe. T'as commencé. C'est super précieux ça. Et du coup, dans ce bouquin-là, il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses hyper rigolotes aussi. Tu parlais des choses qu'on s'autorisait pas. Moi, il y avait un exercice tout bête où elle disait de lister les 7 choses qui nous mettent dans une énergie de sérénité. Oui. Et je me souviens qu'en top list, il y avait de la sculpture, il y avait je sais plus quoi. Et à côté, depuis combien de temps on les a pas fait? Je dois faire mal ça. Ouais. Et il y a des trucs que j'avais pas fait depuis 7 ou 5 ans, tu vois. Alors que j'adore la sculpture, mais genre ça prend de la place et c'est inutile, tu vas pas gagner ta vie avec. Et du coup, ça, ouais, voilà, il y a plein de questions comme ça. Il y a des trucs hyper sympas aussi, comme chaque semaine, elle propose des activités. Et une semaine, il y avait un truc que j'ai adoré, c'était aller retrouver les goûts de son enfance. Oui. Et du coup, comme je viens de Madagascar, en fait, j'avais trouvé une boutique sur Paris pour retrouver justement ses goûts. Enfin voilà, c'est hyper hyper ludique, mais c'est ça qui nourrit notre enfant intérieur en fait, c'est de s'amuser.
Ouais, maître du jeu. Je le mets partout, ce maître du jeu, mais c'est vraiment la clé. Et je mets le U entre parenthèses dans le sens jeu, JE, c'est se reconnecter à soi et ses besoins. Et jeu, JEU, c'est faire ce qui nous fait plaisir. Et finalement, les gens qui ont fait un burn-out, ils ont étouffé ces deux parties-là, enfin, à un moment donné. Et trop longtemps. Alors, tu parlais des activités qui t'apportent de la sérénité. Genre là, on va être sur des questions beaucoup plus légères pour finir sur une note de légèreté. C'est quoi tes activités ressourçantes, tes activités stress-défense? Ça a changé au fur et à mesure des années et ça change. J'ai vu que ça a changé aussi du fait de mon déménagement. Avant, j'habitais en région parisienne, j'avais plein d'activités et le fait d'être maintenant dans un paysage de nature, en fait, ma top activité numéro 1 de ressourçante, c'est d'aller me balader, c'est de faire des randonnées, c'est d'aller me baigner au lac, de marcher dans des paysages magnifiques. Je poste des photos de temps en temps sur Instagram. Oui, je vais mettre les liens, que ce soit sur Instagram. Tu avais fait aussi des photos de ta nouvelle région que tu dessinais par-dessus, qui étaient super jolies. J'ai vu passer sur le blog. C'est vrai que ça fait rêver. Donc ça, c'est le top numéro 1. Après, c'est vraiment au feeling de ce que j'ai envie le jour. Il y a des jours où j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire de la menuiserie, enfin plein de trucs créatifs. Puis il y a des jours où j'ai pas du tout envie. Des jours où j'ai envie de rien faire. Et j'écoute ça aussi, genre bon, j'ai envie de rien faire, je fais rien. Je me pose pendant quelques minutes et je fais rien. Et puis je vois ce qui se passe. Et parfois, c'est juste hyper bon en fait de rien faire pendant super longtemps. Et ça, c'est un s'autoriser à, parce que les gens qui ont fait des burn-out, le s'autoriser à rien faire, souvent il y a des challenges. Il y a du challenge, mais souvent, les gens qui n'arrivent pas à s'autoriser à rien faire, c'est parce qu'il y a des blessures très profondes en dessous. Genre, si tu te mets à ne rien faire, elles vont surgir, mais tout de suite. Donc, pour pouvoir s'autoriser à ne rien faire, il y a à prendre soin en fait de ce qui est blessé en dessous, et après, ça va mieux. J'ai fait une recherche par rapport à mon travail sur la théorie polyvagale. J'ai contacté Stéphane Drouet, qui lui aussi a mis de la théorie polyvagale dans l'intelligence autonome du corps, son dernier livre, et qui fait une méthode qui s'appelle la méthode PIS, et on va voir un petit peu tout ce qui a pu être blessure, et on va faire la paix avec ce qui s'est passé. C'est très proche de l'IFS, en fait, avec une dynamique un peu plus énergétique. Et j'avais ce truc en creusant où si je m'arrête de bouger, je meurs, en fait. C'est ça. Et il y a beaucoup ça, en fait. Et on a aussi ce conditionnement-là qui fait que c'est pas si évident de s'arrêter. Et puis, en activité ressourçante, c'est aussi simplement passer du temps avec mon mari. Ouais. Je sais que le toucher, le fait d'échanger de l'énergie, d'échanger de l'amour, ça fait vraiment partie des choses qui me maintiennent en équilibre aussi. Merci. J'avais une période en fait où je voulais faire beaucoup toute seule. J'en suis un peu revenue. Du coup, là, je profite aussi des relations. Donc, ouais, dans la relation, c'est hyper nourrissant. Précieux. Alors, quand on parle de théorie polyvagale, vous verrez que la relation, elle est vraiment essentielle au fondement de tout ça. Dernière question, est-ce que tu as une super-héroïne préférée ou une femme qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Alors, celle qui me vient tout de suite, c'est Lilou Massé, une femme hyper inspirante. C'était ma super-héroïne de quand j'ai fait mon changement de vie. Que je partais d'un emploi salarié où je me plaisais pas et je rêvais d'autre chose. Et c'était genre le seul modèle féminin qui sortait mais complètement des cases, quoi. Elle dit le boss est mon univers, l'univers est mon boss. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Genre, non, tu vas pas trouver un métier. Tu t'es à l'écoute de ce que l'univers te demande. Et tu le fais. Et comme tu vas le faire, et ben du coup, l'univers va te soutenir dans ça. Et ça faire un terrain de jeu qui ne sera pas dans les cases, mais qui sera le tien. C'est ça. Ouais. Donc, elle, c'est vraiment ma super-héroïne pour avoir osé débloquer ça. Et je sais pas, je trouve ça hallucinant, en fait, qu'elle ait tellement osé dire ça alors que personne ne l'avait fait avant, tu vois. Ouais. Genre la seule personne qui osait dire les choses, mais tellement librement comme ça. On y revient doucement. L'ikigai est devenu à la mode
J'étais tombée dessus totalement par hasard en 2016 quand j'ai fait mon dernier burn-out. Et finalement, c'est ça, c'est t'amener à créer ton activité à toi qui va sortir des cases et qui va vraiment être alignée avec ce que tu aimes faire et à quoi tu veux contribuer. Donc, tu arrives à la même démarche et c'est en train de se populariser, mais oui, ça met du temps à faire son chemin. C'est un moment, t'en as marre de faire des burn-out, tu réajustes, tu vois, mais ça devrait être à l'école en vrai. C'est ça. Et il y a l'ikigai, et en même temps, moi je trouve que c'est vraiment inspirant de voir des gens en chair et en os ou en vidéo, pour le coup, quand on peut pas les rencontrer pour de vrai, qui incarnent ça. Genre c'est possible, tu vois. Je trouve que c'est très très fort d'avoir des modèles. Pour moi, c'était un modèle, quoi. Ouais. Et tu vois, toi, tu m'as autorisé à faire quelque chose de très pédagogique tout en étant illustré et poétique quand j'étais très carré, très scientifique. Et je me suis dit, il y a moyen. Donc, il y a encore beaucoup de trucs qui partent dans tous les sens, encore beaucoup de textes. Mais je chemine vers quelque chose de plus visuel, j'espère, un jour. Mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est que plus il y a des personnes qui s'autorisent, plus ça autorise les autres personnes à se libérer. Et voilà, c'est vraiment un service à rendre au monde, en fait. Si vous pouvez vous autoriser à être vous-même, à lâcher des injonctions pour vous faire plaisir et sortir des cases. Et c'est vraiment un service à rendre au monde, en fait. Ouais. Et allez pas voir des gourous du marketing qui proposent des formules toutes faites parce que vous allez entrer dans d'autres cases. L'idée, c'est vraiment de trouver son énergie, où est-ce qu'on veut l'amener. Est-ce que tu as un dernier message ou un conseil pour se reconnecter à soi et à ses parts? Un dernier conseil, alors c'est un peu vague comme question. Du coup, j'ai envie de répondre aussi un petit peu vague, c'est-à-dire le plus important pour moi, c'est de se connaître, de mieux se connaître. Parce que du coup, en fait, les meilleurs conseils, ils peuvent venir que de vous-même, que de cette petite voix la plus sage à l'intérieur. Et il s'agit de savoir comment la contacter. Alors normalement c'est hyper naturel, tu vois, elle est là. Normalement, c'est hyper naturel, c'est juste qu'il y a beaucoup d'injonctions et de conditionnements qui ont étouffé ça. Ouais. Et donc, c'est déjà prendre conscience de comment mon système il marche, comment je me suis suradaptée au monde pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment OK que ce soit comme ça et commencer à prendre conscience de ce système-là pour pouvoir se libérer, retrouver de l'espace et retrouver la source en nous qui est les meilleurs conseils pour nous, quoi. Donc en fait, les modes d'emploi, ils donnent d'autres clés de lecture pour se reconnecter à soi, mais son mode d'emploi, c'est le sien. Ça part de soi. C'est juste et c'est une quête qui est passionnante. Après, Merci beaucoup. Donc je rappelle, le tome 3, émotions, enquête et mode d'emploi. Je vais mettre tous les liens en dessous pour te retrouver avec des illustrations, des exemples, etc. Je pense que l'article va être dense. T'as mes interviews et t'as mes articles après. Mais là, de toute façon, il va falloir qu'on vous décode une partie, donc je vais vous faire quelque chose de joli. Et peut-être avec des petits dessins, allez challenge avec des petits dessins. Un grand merci à toi. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Et puis, bonne lecture. Hein. Il faut vraiment le lire, ne serait-ce que pour comprendre une bonne partie de l'interview. Et puis, prenez soin de vous.